Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX aujourd'hui. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as décidé de parler, j'allais dire, de l'industrie du UX. Ouais, tout à fait. Écoute, j'ai capté il y a le 19 février Jacob Nielsen, qui est un de nos gourous dans le domaine du UX, qui est là-dedans depuis 35 ans, 42 ans même, je pense, qui est là-dedans depuis 42 ans, a sorti un newsletter, comme il en sort à toutes les semaines. Et c'est toujours assez intéressant. Puis celle-là, vraiment, était accrochante parce qu'elle Elle est venue disait, te piquer. elle est venue me piquer dans les émotions. Puis écoute, il dit dedans, le futur, il est lean, mean, scary for UX agency. Donc le futur est mince et peurant pour les agences UX. Et il y en a pas des masses au Canada quand même qui ne font que du UX. Il y a quand même des grandes organisations. Il y a des Deloitte, il y a des KPMG, il y a des départements UX, très accessoires à l'ensemble de l'œuvre de ce qu'ils font. Mhm, mhm. Mais t'en as qui font que du UX aussi. Et dans les dernières années, on a vu vraiment une baisse. Et, en fait, on a vu une hausse de l'incompréhension de ce que fait le design UX dans les grandes organisations, hein. On en a déjà parlé ici. On a l'impression que le UX design est quelque chose qu'on met en aval dans un projet numérique pour que les petits écrans soient beaux et ergonomiques. C'est pas ça le UX. En principe, le UX aide à l'aspect stratégique des projets en amont. Un projet comme la SAQ qu'on a vu récemment aurait pu éviter certaines erreurs, surtout des erreurs de compréhension humaine, hein. On a vu des lignes à l'extérieur des bureaux de la SAQ. Ça aurait pu être évité si ça avait été pris en amont comme problématique. Et donc, on a vu dans les grandes organisations aussi, ça c'est un autre phénomène, beaucoup d'organisations se sont munies de départements UX très solides. Banque nationale, Desjardins, et évidemment Shopify dont on a déjà parlé, et bien d'autres. Donc, le niveau consultation en a pris pour sa grippe. Donc, on est dans ce monde-là en ce moment. Et en plus, tu as les AI qui arrivent puis qui rognent un peu la Mhm. périphérie de notre métier parce que ce qui est du design, hein, d'interface, ben, tu peux commencer à prompter certains logiciels à faire une partie des interfaces. Tu as du UX writing, ben, ça commence à être rogné aussi parce que l'écriture dans le domaine de l'informatique pour les sites web, ben, on s'entend, je peux demander des choses aussi à l'AI. Je Ouais. peux aussi en recherche faire la même chose. Je vais interviewer des gens, ben, les entrevues que je vais faire avec les gens, ben, ils vont être enregistrées, décryptées, Et puis analyser, ça c'est thématisées, oui, certain. et analysées par l'AI. Donc, on commence à, ben, on n'a pas le choix en ce moment de se poser des grandes questions, de se resituer, se réorganiser pour attaquer le marché. Et donc, tu as voulu réfléchir sur le sujet avec ton invité de cette semaine. C'est Marie Glandu, qui est justement une pigiste en France, qui a fait cet exercice-là dans son niveau à elle de pigiste face à une industrie qui est de plus en plus agressive dans ce domaine-là. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ben, on va écouter l'entrevue. Merci beaucoup, puis bonne réflexion. Merci beaucoup. Comment faire comprendre aux entreprises mon métier du UX Ouais, designer? ouais, Déjà, rien que ça. Comment faire comprendre la plus-value et les convaincre de me suivre dans la mise en place d'une démarche UX? Parce que c'était ça mon ouais, truc à l'époque. C'est que je voulais absolument appliquer le process de A à Z avec les méthodes, tu sais, les différentes phases. ouais, euh, Comment on appelle exploration, idéation, prototypage, évaluation, etc. ouais. Bon, et alors forcément, avec ce discours, ça a coincé, quoi. Mais est-ce que c'est pire maintenant que ce l'était en 2018, selon toi? Non, parce qu'il y a il y a eu cette période où on parlait beaucoup de l'UX et il y a eu un effet de mode, je pense, qu'il fallait Ouais, recruter des UX designers. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a eu plein d'embauches, euh, mais je pense que la promesse n'était pas là. Et est-ce que Ouais. c'est la promesse qui n'était pas là ou est-ce que c'est la formation des gens qui ont été embauchés je pense qu'il y a côté patronal, il y a des gens qui se sont dit, ils sont capables de faire ce que tu viens de décrire, là, les grandes étapes de l'alignement du début jusqu'à la conception. Et ils se sont souvent retrouvés peut-être avec des gens qui n'avaient pas ces formations-là pour venir challenger le début d'un projet finalement. Le problème, c'est que je te dis, la promesse d'amener un framework, d'amener une démarche, c'est insuffisant pour une boîte. Elle veut qu'on lui fasse gagner de l'argent, très Exact. concrètement. Oui, tout à Euh, fait. non, mais il faut en revenir à ça. Mon père Oui. récemment m'a dit, Marie, t'as enfin compris qu'il faut que tu fasses gagner de l'argent aux entreprises. C'est ça. Et Ah, oui. c'était le sujet d'un autre billet de Jacob Nelson l'autre semaine auparavant. C'est apprenez à parler le langage des gens d'affaires. Mais alors, il y a ça. Donc, effectivement, j'ai appris ce langage. Et il faut surtout se dire, bon, j'ai une expertise, donc je maîtrise des méthodes, un process et tout. Quelle est la plus-value? Sur quoi je fais la différence par rapport Exact. à une équipe produit qui est toute seule, par rapport
voilà, un porteur de projet, un start-upper qui est tout seul avec son dev. Qu'est-ce que moi je fais de mieux en fait? Et sur quel indicateur chiffré, sur quel KPI on va le voir une fois le produit lancé? Bah, par exemple, moi j'ai fini par voir que j'avais de l'impact sur certains KPI. Par exemple, le taux de rétention des utilisateurs. Tu vois, Ouais. c'est le fait que les gens ils reviennent sur une application. Eh bien, moi, j'ai un savoir-faire là qui fait que je peux améliorer un parcours utilisateur et avoir un haut degré de certitude que ce parcours va être facile à utiliser pour les gens et qu'ils vont voir une vraie plus-value à la fonctionnalité. Bah, grâce à toutes les méthodes que je maîtrise maintenant, tu vois. Ouais, ouais, Et donc, je vais pouvoir agir sur ce KPI taux de rétention. c'est Donc, vrai. c'est peut-être ma spécialité, enfin, c'est peut-être mon expertise à moi, Marie Glandus, typique. Mhm. Peut-être que d'autres designers auront pas ça. Ils auront peut-être, ils auront d'autres, comment je pourrais dire, d'autres KPI qui le font bouger. Mais qui sont Mais toujours quand même bien relatifs parce que vont rétorquer les équipes en place, oui, mais on y serait arrivé aussi. À partir du moment, on n'a pas le projet A et le projet B qui sont absolument similaires, dans ouais. laquelle l'un a du UX et l'autre n'en a pas. Bah alors justement, j'ai remarqué ça en freelance. Je me suis dit, mais qui sont les clients qui viennent vers moi? Et en fait, ce sont les clients qui ont un problème, par Oui, exemple, avec la ouais, rétention des ouais. utilisateurs. Voilà. Mhm. En fait, il faut qu'ils aient un problème, qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Et c'est là qu'ils se disent, mince, j'ai déjà essayé avec mon dev, on a déjà fait des améliorations, la V1, la V2, la V3, machin, on n'y arrive pas, ça change toujours pas. On a un taux d'abandon hyper élevé. Les gens téléchargent, mais ils n'utilisent pas notre application. Mhm. On a besoin d'une expertise. Laquelle? Celle d'un UX designer. Et ça prend Ouais, tout son sens là. Là, ça prend tout son sens. ouais, quand il y a une problématique, effectivement. Il faut qu'il y ait un problème business quelque part et qu'il y ait ce KPI lié à l'usage du produit qui soit défaillant pour qu'on puisse dire, bah là, on a besoin d'une expertise pour faire bouger ce KPI. Et est-ce qu'on n'est pas rendu en 2025 à faire comprendre ou à avoir des clients qui viennent nous voir en prévention avant d'avoir le problème? Alors, je me suis beaucoup intéressée à la vente parce qu'à un moment donné dans mon parcours là, j'avais plus de clients suite à une Mhm. grosse blessure à l'épaule. Donc pendant un an, j'ai mis mon activité en pause. Et en fait, ils m'ont appris ces coachs en vente, sales, qu'on doit s'adresser à des cibles qui ont un problème dur. Dur, D pour douloureux, U pour urgent, R pour reconnu ou conscientisé par la cible. Ouais. Ah, Voilà. c'est cool. Ouais. Ouais. Et en fait, ma coach m'a expliqué que je pouvais pas vendre à quelqu'un qui n'a pas une douleur forte, qui ne souffre pas de quelque chose et qu'elle a conscience de ça et que c'est urgent d'agir. Elle m'a dit, tu vas avoir un mal fou à vendre à des gens qui ont pas un problème dur. Donc, trouve-moi ta cible des gens qui ont un problème dur que tu peux soulager. Et en faisant cette réflexion, en réfléchissant à ça, en menant cette réflexion, bah, effectivement, j'ai trouvé que ce sont les startups, par exemple, qui ont lancé un produit et qui ont un faible taux de rétention ou qui ont un fort taux de churn. Il y a des enjeux UX quand on veut lancer un produit, mais il y a aussi des enjeux UX quand on a lancé un produit et qu'il n'a pas les résultats escomptés. Ouais. Quand le produit a plusieurs années de vie et que les gens commencent à se lasser, ils commencent à aller chez les concurrents parce qu'ils sont mieux faits. Exact. Euh, voilà, là, il y a aussi des enjeux UX. Il y en a en fait surtout un peu toute la vie du produit. Enfin, Ouais. Ouais. c'est à nous de voir aussi où est-ce qu'on veut se positionner, où est-ce qu'on prend du plaisir à travailler aussi. Moi, je crois, avant, je disais, je peux, je peux œuvrer pour toutes les entreprises, dans tous les cas, sur tous les projets, dans tous les secteurs. Et en fait, j'ai appris que c'est pas la bonne façon d'adresser le marché et de trouver des clients. Là, par exemple, tu vois, l'année dernière, je suis intervenue pour une start-up qui avait déjà lancé un produit et qui devait changer, qui devait conquérir un nouveau marché parce que il y avait des problèmes légaux. En gros, elle pouvait pas continuer son produit actuel. Et donc, il fallait absolument que ce produit perce directement dès le lancement. Mhm. Sinon, financièrement, ça allait vraiment pas, tu vois. Ils étaient vraiment pas bien du tout financièrement. Euh,
Et donc, ils me prennent moi pour les aider sur cet enjeu-là, d'avoir un fort taux d'adoption des utilisateurs dès la sortie de la V1. No pressure. Ouais, ouais, mais no pressure, mais je préfère ça. Je préfère ça et me dire, voilà, je me responsabilise, j'ai une vraie expertise là-dessus, c'est mon savoir-faire, je suis payée à la hauteur de mes compétences, je suis stimulée par l'enjeu. Je sais exactement quand ma mission est terminée, quand c'est une victoire, une vraie. Parce que juste lancer un produit, par exemple, si on me dit là, je veux lancer mon MVP cet été, c'est pas une victoire parce que ce MVP, tu peux le lancer, il fait un flop total. Exact. Et moi, mon boulot de designer UX, c'est justement de prévenir ces flops. Et de D'ailleurs, valider, on a une méthodologie parce que bien des gens dans notre industrie qui ont les mêmes prétentions d'accompagner des startups, d'accompagner des processus. Est-ce que tu ne crois pas que nous, on a cette différence? Ben, je te mets un peu les mots dans la bouche aussi, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on a cette différence que nous, on valide réellement avec les utilisateurs, avec les humains à qui sont destinées ces initiatives-là? moi, je pense que quand on est designer, c'est-à-dire concepteur pour l'expérience utilisateur, on a une capacité à agir sur les KPI liés à l'usage du produit. Directement, ouais. Normalement, c'est ça notre périmètre, hein. Sinon, il y a un problème. C'est vrai. Enfin, voilà. Si tu conçois pour l'expérience utilisateur, faut qu'on puisse mesurer un indicateur qui concerne les utilisateurs. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Oui, effectivement, Mm. mais c'est peut-être ça qui fait la différence aussi, là. Mm. Donc voilà. Après, à nous de trouver aussi quel domaine on aime. Tu vois, je sais qu'il y en a qui adorent travailler sur des SaaS, il y en a qui adorent travailler sur des apps B2B ou B2C, il y en a qui aiment les logiciels ultra complexes Ouais. dans des secteurs comme la finance ou le BTP. Tu vois, moi par exemple, ça va pas trop me plaire tout ça. Et c'est OK parce que je pense que le mieux c'est qu'on soit chacun niché, qu'on trouve chacun notre spécialité quelque part, enfin je veux pas parler spécialité, mais qu'on ait chacun notre expertise spécifique, Mhm. et puis qu'on puisse comme ça chacun trouver notre place sur le marché Tout et à fait. pas se retrouver à tous être des clones euh, qui qui postulent tous aux mêmes offres par centaines, à des offres qui n'ont aucun sens parce qu'on demande plein de trucs et c'est le mouton à cinq pattes. Et enfin, ça n'a plus aucun, je trouve, ça n'a plus aucun sens, ces offres d'emploi là. Et en plus, on entretient le mouvement en continuant à postuler à ces offres. Ouais, c'est vrai. Euh, Comment tu vois le métier évoluer dans la prochaine année? J'oserais même pas dire dans les 2 prochaines années parce que les choses bougent tellement vite en ce moment, comme je le disais en entrée de jeu avec les AI aussi. Euh, ouais. Toi, tu te vois te positionner de plus en plus vers quoi dans la prochaine année en tant que consultant? Alors alors déjà, je veux aider les designers à mieux se positionner et à arrêter de vendre du livrable parce que les livrables, l'intelligence artificielle les produit, donc il faut arrêter de s'engager sur des livrables, des Mhm. maquettes, des synthèses, des rapports, des je ne Exact. sais quoi. Ouais. Les frameworks aussi, il faut arrêter d'être sur ça, tu vois, ce que je disais au début. Euh, non, les boîtes, elles attendent qu'on fasse bouger un indicateur lié à l'usage du produit. Ça doit être ça maintenant, notre taf. Et qui ne Euh, se retrouvent pas devant un modèle d'affaires qui fonctionne pas également. Il faut le valider rapidement avec eux pour éviter le cas dont tu parlais tout à l'heure, cette entreprise qui, si elle faisait pas un pivot, elle allait peut-être mourir, là. oui. Ben, quand je dis faire bouger un indicateur ou atteindre un indicateur avec un nouveau produit. Si t'as pas de produit encore, Ouais, effectivement, tu pars de zéro et donc il faut au lancement, dès la première version, atteindre un certain chiffre. Donc ouais. ça, oui. Donc ça, c'est l'avenir que je vois proche pour les designers. Euh, Parce que déjà, ils commençaient, enfin, moi, je me faisais bouffer par mes collègues, les PO, les développeurs qui me disaient, regarde, moi aussi, je sais dessiner un écran, je suis designer. Regarde, moi aussi, je fais du Figma, je suis un designer. Ah, Mhm. mais moi, je vais continuer à faire tes entretiens, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Moi aussi, je peux faire le travail du UX design. Tu vois, j'ai vraiment dû, à un moment donné de ma carrière, me poser et me dire, sur quoi je fais la différence? Si tout le monde me dit qu'il est capable de faire, il faut que je trouve autre chose.
Et c'est Et quoi la différence? mais la différence, c'est que je suis capable, grâce à mon process de design UX, de garantir l'adéquation entre le point de vue de l'utilisateur et du concepteur. C'est-à-dire que les utilisateurs vont percevoir et apprécier le produit de la manière souhaitée lorsqu'il sera lancé. Et ça va éviter tous les redéveloppements. Ça va permettre aux responsables produits d'atteindre ces résultats souhaités. Ouais. Je parle de traction, de rétention, de revenus récurrents, Ouais. ces choses. Tu vois? Ouais. Marie, merci vraiment beaucoup de ton temps aujourd'hui. C'était super intéressant. Ok, top.